Ensuite, quand on parle de distribution de probabilité, ce qui va se passer, c'est qu'on va associer une probabilité à chacune des réalisations. Pour ce faire, on aura une fonction, la fonction de répartition, et ce qui se passe avec cette fonction, c'est que c'est une fonction de probabilité cumulée. Ça veut dire que pour chaque valeur petit x qu'on entrera dans cette fonction, la fonction nous retournera la probabilité que notre variable aléatoire prenne une valeur inférieure ou égale à la valeur qu'on a entrée dans la fonction. Ici en bas, je vous ai mis un exemple, l'exemple classique du lancer de dés. Et donc, si on entre la valeur 2 dans la fonction de répartition de notre variable aléatoire qui porte sur le résultat obtenu en lançant un dé, et bien la fonction nous retourne la probabilité qu'on ait une valeur inférieure ou égale à 2. Donc ici, il n'y aura pas 36 000 cas possibles, ça sera simplement la probabilité d'obtenir un 1 plus la probabilité d'obtenir un 2. Ensuite, cette fonction de répartition, elle a quelques propriétés. La première, c'est qu'elle est croissante, et la seconde, c'est que pour toute réalisation possible qu'on entre moins l'infini et plus l'infini, la fonction nous retournera une valeur entre 0 et 1. Parce que comme c'est une fonction de probabilité cumulée, et ben la probabilité que notre variable aléatoire prenne une valeur inférieure à moins l'infini, elle est de 0, c'est un événement impossible. Et à l'inverse, la probabilité que notre variable aléatoire prenne une valeur qui est inférieure à l'infini, donc ce qui arrivera tout le temps, ça sera donc un événement certain et la probabilité sera de 1. Ensuite, comme c'est une fonction, on va pouvoir la représenter graphiquement sous forme de table ou encore sous forme de formule. Et ici, je vous ai représenté la fonction de répartition de notre lancer de dés, qui suit d'ailleurs ce qu'on appelle une distribution uniforme, étant donné que chaque réalisation possible de notre lancer de dés a la même probabilité d'apparaître. Ici, graphiquement, on voit que notre fonction de répartition pour des variables discrètes, elle a une forme en escalier, et sous forme de table, donc la ligne grise tout au fond, on voit que les probabilités vont simplement s'additionner. Donc par exemple, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3, ça sera simplement la probabilité que X est égal à 1, ou alors que X est égal à 2, ou encore que X est égal à 3. Donc on va juste additionner les probabilités. Parlons maintenant de l'espérance et de la variance. Alors l'espérance d'une variable aléatoire, on le notera comme ça, par la lettre grecque mu, et ça sera égal à la somme de chacune de nos réalisations multipliée par leurs probabilités respectives. Donc ici je ne l'ai pas noté, mais c'est la somme de tous les x qui appartiennent à S, donc en gros toutes les réalisations possibles de x. Ensuite l'espérance c'est ce qui correspondra à la vraie moyenne de notre variable aléatoire, et pourquoi je dis vraie moyenne? Bah parce qu'en fait elle ne sera pas forcément égale à la moyenne de notre échantillon, qui était x bar, et qu'on obtenait en divisant par n la somme de nos xi. Ici il faut bien se dire que de la manière dont on a calculé notre espérance, donc en prenant toutes les réalisations possibles de x sans exception multipliées par leur probabilité, eh ben on tombe forcément sur la vraie moyenne. La moyenne de toute la population de x. Alors que notre x bar, qui est la moyenne de notre échantillon, ça sera une sorte d'estimateur de la vraie moyenne, mu. Maintenant, l'espérance, elle a quelques propriétés. Tout d'abord, l'espérance d'une constante, ça donnera cette même constante. Ensuite, si à l'intérieur de l'espérance, on a une constante qui multiplie une variable, on va pouvoir sortir la constante de l'espérance. Et enfin, l'espérance, elle a des propriétés additives. Ça veut donc dire que si on prend l'espérance d'une somme, ça sera égal à la somme des espérances. Donc e de x plus y, ça sera e de x plus e de y. Du coup, je vous ai mis un petit exemple ici en bas. Si on a une variable z qui est égale à a plus bx, pour calculer l'espérance de z, on va pouvoir calculer ça comme la somme des espérances, donc l'espérance de a plus l'espérance de bx. Le b à l'intérieur de l'espérance, on va pouvoir le sortir. Et comme l'espérance de a fera 0, on n'aura plus que b qui multiplie l'espérance de x. Et l'espérance de x ici, je l'ai aussi écrit comme mu x, et on aura donc b qui multiplie mu x qui est égal à mu z. Parlons maintenant de la variance. La variance, cette fois, on va le noter sigma carré, donc avec une lettre grecque, étant donné que comme pour l'espérance, c'est un paramètre, et ça sera égal à l'espérance des déviations quadratiques par rapport à la moyenne de notre variable aléatoire. Donc l'espérance de grand X moins mu, mu qui est la vraie moyenne, le tout au carré. Et ça sera aussi égal à la somme des écarts au carré entre notre réalisation et la moyenne, multipliés par leurs probabilités respectives. Et ici, de nouveau, comme pour l'espérance, ce sera la vraie variance de nos variables aléatoires, et il ne faudra pas la confondre avec la variance de notre échantillon qu'on notait S carré, et qui était égale à 1 sur n-1, qui multipliait la somme des déviations par rapport à la moyenne de notre échantillon au carré. Ensuite, notre variance elle a aussi quelques propriétés. La première, c'est que la variance d'une constante est nulle, étant donné que comme la variance mesure une mesure de dispersion, et bien une constante ça ne varie pas, par définition, on aura donc une variance de 0. Ensuite, comme la variance c'est quelque chose du second degré, étant donné que c'est bien la déviation quadratique à la moyenne, et bien si on sort une constante de la variance, on va devoir l'élever au carré. Ensuite, si et seulement si, j'insiste bien, les variables sont indépendantes, et bien à ce moment-là, la variance d'une somme, ça serait égal à la somme des variances. Et un truc qui peut être piège avec la variance, c'était pas le cas pour l'espérance d'ailleurs, c'est que si on prend la variance de x moins y, ça serait égal à la somme des variances. Et non pas variance de x moins variance de y.
Une petite remarque encore d'ailleurs par rapport à ça, c'est que lorsqu'on calcule un écart-type, l'écart-type sera toujours égal à la racine carrée de la variance. Du coup, pour calculer l'écart-type de x moins y par exemple, il faudra prendre la racine carrée de la variance de x moins y. Donc d'abord calculer la variance de x moins y avec la formule qu'on a ici, et ensuite élever tout ça à la puissance 1/2. Maintenant, pour que vous compreniez bien d'où ça viennent ces propriétés de la variance, dites-vous que ça ressemble un peu aux identitaires marquables. Comme pour l'identitaire marquable a moins b au carré, on avait a carré moins 2ab plus b carré, et bien pour la variance de x moins y, on aura la variance de x moins 2 fois la covariance de xy plus la variance de y. Et du coup, avec ça, vous comprenez bien pourquoi j'insistais sur le fait que les deux variables devaient être indépendantes, parce que si elles ne l'étaient pas, la covariance ne serait pas nulle.